Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour, ma foi, une vidéo qui est long overdue, que je devais faire depuis longtemps. Il s'agit d'un bilan lecture. Là, on est le 7 juillet. Pour le moment, j'ai lu 38 livres depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas mal du tout. Je pense que je vais dépasser mon objectif de lire 60 livres cette année. C'est plutôt une année de lecture assez intéressante. Je lis beaucoup de choses très différentes et je lis quasiment exclusivement des autrices et en fait c'est fort réjouissant. Voilà. Dans ce bilan lecture là, je ne vais pas vraiment détailler toutes les dernières lectures que j'ai faites étant donné qu'il y a une vidéo réservée aux membres, 7 jours 7 livres, qui va être publiée également et je compte donc passer un petit peu rapidement sur les livres que j'ai lus dans le cadre de cette vidéo là. Alors on va commencer par Aileen, que j'ai lu il y a plusieurs mois déjà. Aileen d'Otessa Moshfegh, qui est une autrice contemporaine des États-Unis. J'ai beaucoup aimé. Je vais encore une fois pas vous dire beaucoup, pas vous en dire beaucoup, étant donné que je souhaite faire une vidéo entièrement dédiée à un pan de l'écriture d'Otessa Moshfegh. C'est une autrice qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui est vraiment très plébiscitée, notamment avec My Year of Rest and Relaxation, que j'ai lu également, dont on peut parler aussi si vous le souhaitez. Donc oui, d'Otessa Moshfegh, en fait, j'ai lu pour le moment Aileen, My Year of Rest and Relaxation et Death in Her Hands. Ce sont trois romans qui sont très différents, même s'il y a quand même des similitudes au niveau du style, et même s'ils ont la particularité de présenter des anti-héroïnes, et c'est en fait sur ça que j'ai envie de vous faire une vidéo à propos des romans d'Otessa Moshfegh. En tout cas, Aileen, j'ai vraiment apprécié. J'ai préféré Aileen à My Year of Rest and Relaxation, que j'ai trouvé par moments vraiment beaucoup trop contemporain, parfois un tout petit peu trop, je ne dirais pas conceptuel, mais j'ai l'impression que parfois finalement il y avait peu à dire et que l'idée de base n'était pas en réalité assez importante ou assez riche, assez conséquente, donnait pas assez de matière pour tenir sur le nombre de pages. Alors ça n'a pas été laborieux pour autant, ça manquait de profondeur et ça manquait d'ambition en réalité, ou en tout cas il y avait trop d'ambition pas réalisée parce que pour moi ça manquait de consistance. J'ai vraiment préféré Death in Her Hands, qui est peut-être un petit peu, qui est plus classique effectivement sur l'intrigue proposée, mais qui à mon sens est plus aboutie. Et qui est fortement intéressante parce que la protagoniste, cette fois-ci, est une dame âgée. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup inspiré. Donc, si vous avez lu Otessa Moshfegh, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très prochainement, dans les 2 prochains mois, je pense, pour une vidéo entière dédiée à ces personnages. L'immigration, fabrique d'un discours de crise de Louis Humbert. Il est très court, très précis, c'est vraiment une porte d'entrée géniale pour les personnes qui s'intéressent et qui s'interrogent en fait quant aux questions de migration. En fait, c'est un livre parfait à offrir à, vous savez, toutes ces personnes un petit peu ambivalentes et toutes ces personnes qui tiennent des discours du genre on est envahi, c'est une crise. Voilà, j'en parle pas trop parce que vous le savez. D'ailleurs, là en ce moment, je suis en train de lire un autre essai qui est gros et en fait, c'est une collection d'essais justement d'articles écrits au sujet des de la crise migratoire, mais pas vraiment, en fait c'est une crise de l'accueil et c'est ça qui est hyper intéressant parce que je vais faire des vidéos à ce sujet, voilà. Je sais que j'en parle depuis longtemps, ça prendra le temps qu'il faut, ça sortira cette année, hein, ce sera peut-être en fait les seules grosses vidéos qui sortiront sur ma chaîne principale, mais ça me tient vraiment à cœur, donc voilà. Et j'ai aussi lu Considérer les animaux, une approche zoo-inclusive d'Émilie Dardenne. C'était vraiment intéressant, même si, bon, moi j'ai pas vraiment appris quoi que ce soit, et je pense que c'est un peu le problème de la cause. Le problème, et en même temps c'est pas vraiment un problème, il n'y a pas de grandes avancées théoriques. C'est normal en fait, parce que l'objectif est très clair, l'objectif est très simple, le constat est très clair aussi et en fait indéniable. Et bon, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a fait un petit peu le tour finalement des revendications animalistes, antispécistes, il n'y a pas grand chose qui reste. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais plus de vidéos à ce sujet, c'est que j'ai l'impression de vraiment me répéter, sans vouloir, j'allais dire sans vouloir me mettre en avant, mais c'est vraiment pas le propos. En fait, je pense que j'ai abordé énormément de sujets sur la cause antispéciste et animaliste bien avant que tout le monde en parle, et ça n'a pas forcément été bien reçu. C'est des vidéos qui
voilà, sont plus vues actuellement parce qu'elles sont vieilles. Mais pour moi, c'est un peu difficile de revenir sur des sujets que j'ai déjà traités. Le lien sur le féminisme, animalisme, je l'ai fait avant que, franchement, avant que qui que ce soit en parle sur la sphère francophone. Bref, beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Maison dans l'impasse de Maria Messina, cadre du programme du club de lecture de Nabolita. Ça a été une lecture un petit peu fade, un petit peu en demi-teinte pour moi. Pour être franche, c'est un livre dont je ne garde que peu de souvenirs, peu d'éléments en tête. La littérature italienne, c'est pour le moment pas la littérature qui me marque le plus. Alors bien évidemment, il y a eu des exceptions. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo Voyage littéraire en Italie, si jamais, dans l'Italie du Nord, si jamais ça vous intéresse. C'était un roman qui se lisait très bien, très court, mais en fait peut-être que c'est ça. Peut-être que le petit point faible de ce roman, c'était le côté assez, pas superficiel, mais assez... La brièveté du roman n'a pas permis, il me semble, de s'attacher réellement aux personnages, de comprendre réellement leur complexité. Et puis, c'est un roman qui met vraiment en scène une relation qui se détériore entre deux sœurs. Et ça n'a... Pour le coup, je pense que pour en arriver à un tel point d'animosité et pour une dégradation telle de relations féminines, il est bon d'avoir quand même un nombre de pages assez important pour que ça semble crédible et que ce soit pas finalement la répétition d'une sorte de schéma un petit peu simpliste, voire un petit peu sexiste des relations entre sœurs ou des relations entre femmes. Donc ouais, je suis restée sur ma faim. Je pense que ça pourrait plaire à certaines personnes. Moi, c'était vraiment pas pour moi. Alors ensuite, attendez, je bois un peu de mon bissap. J'ai lu Kamouraska d'Anne Hébert. Alors vous le savez, si vous faites partie du club de lecture, Anne Hébert, ça a été vraiment une énorme révélation cette année. Au mois de mars, je crois, on a lu Les Fous de Bassan. J'ai absolument adoré. Vraiment, j'ai trouvé que c'était magnifiquement écrit, que c'était ciselé, que c'était plus que maîtrisé. Enfin, j'ai adoré. Et puis j'ai lu, j'ai l'impression que je regarde toujours par là parce que... Oui. Et puis j'ai lu Kamouraska. Et là, mamma mia. Vraiment, ça a été un coup de foudre incroyable. Je pense que j'aimerais le relire. J'ai trouvé que c'était sublime. Déjà, vraiment, au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça sublime. Il y a une poétique incroyable dans l'écriture d'Anne Hébert, il y a une ingéniosité littéraire, il y a tout ce que j'aime au niveau de la littérature. Ça m'a fait penser à beaucoup d'auteurs et d'autrices que j'aime énormément, mais avec cette patte bien reconnaissable. Toujours ces personnages qui sont brutaux, qui sont violents, qui peuvent être cruels. Toujours ce rapport à la réalité qui est quand même un petit peu vacillant. Ces considérations féministes qui sont là comme une coloration donnée à l'œuvre mais qui n'occupent pas le premier plan pour autant de manière entre guillemets explicite. Enfin vraiment, je trouve qu'Anne Hébert est une autrice incroyable, clairement l'une de mes meilleures découvertes, clairement l'une de mes autrices préférées en fait, je pense vraiment. Et en vous parlant en fait, je suis en train de me dire que ce serait peut-être bien d'avoir une lecture commune de l'année sur Kamouraska d'Anne Hébert parce que pour le coup il y a énormément de matière. Voilà, il me reste Les Enfants du Sabbat là, de ce que j'ai acheté pour le moment, qui est là et que j'aimerais bien lire rapidement. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu Kamouraska, je vous encourage à le faire. Ensuite, on a lu Kintu de Jennifer Nansubaga Makumbi. Dans le cadre du club de lecture, donc il y a un live qui est dédié, je vais pas m'étendre. Ça a été une bonne lecture, mais je pense qu'en fait, avec le recul, bonne lecture, mais par rapport à mes attentes, une certaine forme de déception. Voilà, puis j'ai lu, oh là là, très très bonne lecture, Carnet de mémoire coloniale d'Isabella Figueiredo, une autrice lusophone. Ce roman, c'est pas un roman du tout, étant donné que c'est vraiment un carnet autobiographique, m'a été recommandé par l'une d'entre vous, et mon Dieu, que je suis contente d'avoir suivi cette recommandation. Ça a été une lecture explosive, brutale et frontale, dans toute la complexité des relations, des sentiments humains, cette petite fille, puis jeune femme, puis adolescente, puis jeune femme, qui relate son existence en tant que portugaise, en tant que blanche, dans un registre colonial au Mozambique, et
la place du père également, qui incarne tout le patriarcat colonial, etc. Enfin, vraiment, ça se lit extrêmement rapidement, c'est bien écrit par ailleurs. C'est séquencé sous la forme de petits chapitres. J'ai trouvé ça bluffant. Je vous le recommande fortement, vraiment. Alors dans un tout autre registre, pardon, j'ai lu Le banquet des empouses d'Olga Tokarczuk. Alors Olga Tokarczuk, c'est vraiment une autrice intrigante. Vous allez voir, je vais vous en reparler très bientôt. Alors, Le banquet des empouses, c'est la dernière publication de l'autrice. C'est un roman, pour le coup, très différent de Sur les ossements des morts. Il est, ma foi, fort original également et quelque peu décalé, tout comme l'est Sur les ossements des morts, et tout comme l'est, je pense en général, un petit peu d'une manière ou d'une autre, la production d'Olga Tokarczuk, sauf que Le banquet des empouses est beaucoup moins rythmé. Je pense que c'est vraiment pas un roman qui plaira à tout le monde. J'ai trouvé que c'était un roman un petit peu dense, un petit peu érudit, qui reprend les codes en fait de certains romans, notamment effectivement d'Europe de l'Est, avec toute cette littérature des sanatoriums. Et en fait, c'est vraiment une satire de ces hommes qui se regroupent entre eux parce qu'ils sont malades, mais qui s'imaginent vraiment refaire le monde, être de grands intellectuels, et qui ne se rendent même pas compte de la misogynie affreuse dont ils font preuve. Et ça, Olga Tokarczuk l'expose et le révèle en fait par son écriture et par ses choix de personnages et de narration, mais aussi par les éléments vraiment décalés qu'elle incorpore, et toujours ce rapport à la nature. Vraiment, c'est hyper intéressant, c'est extrêmement passionnant aussi, je trouve, en tant que lectrice, de trouver une autrice qui a cette plume-là et qui a aussi cette touche bien reconnaissable en fait. On a l'impression qu'Olga Tokarczuk, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle veut nous transmettre et qu'elle le fait à chaque fois et qu'elle a un style en fait à elle. Je pense que si on lit Olga Tokarczuk, on sait que c'est Olga Tokarczuk, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, surtout pour des autrices contemporaines, je trouve, et en même temps, sans que ce soit réducteur, sans que ce soit restrictif, mais ça reste un roman un petit peu lent par moment, un petit peu trop cérébral peut-être, mais bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Un essai, Le féminisme ou la mort, de Françoise d'Aubonne. Alors, j'ai trouvé qu'il était un petit peu difficile à lire. Était-ce parce que j'étais quelque peu fatiguée ? Ou est-ce la plume un petit peu alambiquée parfois de Françoise d'Aubonne, sachant que j'ai déjà lu Françoise d'Aubonne, bien évidemment, dans Révolution, Mutation, il me semble, quelque chose comme ça. Alors, mais non, qu'est-ce que je vous raconte ? Pardon, c'est Le féminisme ou la mort que j'ai lu il y a longtemps et que je n'avais pas trouvé difficile, et c'est Révolution, Mutation de Françoise d'Aubonne que j'ai lu récemment, on va y arriver, et que j'ai trouvé un petit peu difficile. Alors, Françoise d'Aubonne reprend les thèmes qu'elle aborde en général quand elle parle d'écoféminisme, à savoir le lien entre patriarcat et exploitation de la terre, le lien entre les femmes et la nature, le lien entre la productivité, l'affiliation et le capitalisme, etc. Elle s'intéresse toujours bien évidemment à la question de la surpopulation. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Françoise d'Aubonne, parce qu'en fait je trouve que c'est la seule qui a juste l'intelligence et le recul nécessaire pour reconnaître qu'en fait nous sommes trop nombreux, qu'on est une espèce qui a vampirisé et vraiment qui s'est beaucoup trop implantée de partout, même dans des endroits en fait où on ne survivrait pas naturellement, donc forcément il y a quelque chose qui va pas, et puis qu'on est en nombre bien trop important. Bref, voilà, c'était un essai stimulant comme toujours, peut-être un petit peu répétitif au bout d'un moment, mais c'est pas un défaut imputable à Françoise d'Aubonne en fait, c'est vraiment que j'ai lu et qu'au bout d'un moment on va pas réinventer des concepts pour le plaisir d'en réinventer quand quelque chose est clair, quelque chose est clair. Mais voilà, je recommanderais plutôt Le féminisme ou la mort pour commencer, en sautant la préface de Myriam Baafou, là, qui est absolument ridicule. Voilà, Myriam Baafou, vraiment, ça c'est une imposture totale, et c'est tellement décevant de voir que la plupart des essais féministes qui sont publiés maintenant et celles à qui on déroule le tapis rouge, en fait, sont pas
enfin pas de forme de radicalité, et puis se réapproprie des concepts en les dénaturant, donc c'est vraiment regrettable ça, mais c'est une autre vidéo, un autre sujet. Et puis on a lu The Keepers of the House dans le cadre du club de lecture pour le mois de juin. Meilleure lecture, une des meilleures lectures de l'année pour moi, une découverte incroyable de Shirley Ann Grow, qui est cette autrice des États-Unis qui a reçu le prix Pulitzer et qui en fait est totalement tombée dans l'oubli, qui est très difficile à trouver. Alors peut-être pourra-t-on faire encore des miracles, je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous savez, Victoire Larouge a été republiée aux éditions Hachette Scolaire, et apparemment en octobre, Victoire Larouge de Georges de Perrubrune va également être republiée chez Le Livre de Poche. Et je me dis, est-ce que nous toutes, on n'y est pas pour quelque chose quand on a redemandé dans toutes les librairies à voir Victoire Larouge, quand on a tagué, identifié sur les réseaux sociaux les maisons d'édition, quand on a fait cette lecture commune, quand j'ai fait cette vidéo, quand on a toutes et tous, mais surtout toutes, fait entendre le nom de Georges de Perrubrune, c'est assez intéressant de remarquer que juste un an après, elle est republiée quand même. Bref. Donc j'espère qu'on verra ça aussi pour Shirley Ann Grow, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, et je pense que ce serait une autrice qui intéresserait énormément de gens, et voilà, c'est regrettable qu'elle soit également peu connue. Je pense que je vais m'arrêter là, étant donné que les livres qui restent, ce sont des livres qui rentrent dans le cadre de... de 7 jours, 7 livres, et puis on en est déjà à 18 minutes, donc c'est pas mal. Sachez juste que si ça vous intéresse et que vous voulez souscrire pour pouvoir regarder la vidéo 7 jours, 7 livres, j'y ai lu Sylvia Plath, Clarice Lispector, Jean Rice, Fatou Diom, Gabriel Witkop et Kauter Adimi. Voilà, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Je serais très curieuse de savoir si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez des pistes de réflexion d'ailleurs sur ces autrices, notamment sur Ottesha Moshfegh ou sur Anne Hébert, et si vous avez un avis sur le fait que ça pourrait être l'autrice de notre lecture commune de cette année, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et puis on se retrouve très prochainement pour un bilan lecture, une vidéo d'analyse, une vidéo essai autour de la littérature ou quelconque autre fantaisie littéraire. À bientôt!